Alors, je vais vous parler du monstre. Parler du monstre, ça veut nécessairement dire parler d'une différence, parler d'un écart. Donc, parler d'un débordement, puisque ça signifie l'excès. La démarcation, une démarcation qui est trop grande ou qui est très grande face à la norme. Alors, comment on peut définir un monstre? Ben, le monstre est d'abord lié à la normalité parce qu'il existe seulement à travers le regard de l'autre. Le concept de monstruosité, il a évolué au fil des siècles, mais comme écrivait le philosophe Didier Manuel, le monstrueux restera toujours en dialogue avec la norme, une affaire d'ordre et de désordre, et en ce sens, une affaire de société. Alors, la figure du monstre, elle est tributaire de modifications culturelles. La mythologie imaginait des êtres fantastiques. La science, aujourd'hui, peut en créer artificiellement, aujourd'hui et depuis plusieurs décennies. Pour reprendre les propos d'Anne Ibrahim, grâce aux nouvelles technologies, nous sommes peut-être bien plus près des monstres voulus et non point trouvés par les généticiens et embryologistes contemporains. Alors, autrement dit, nous passerions de nos jours du monstre né au monstre créé. Et c'est un peu à ce type de monstre créé que je voudrais parler dans la deuxième partie avec le roman de Ishiguro. Alors évidemment, monstre, c'est un terme qui est rarement utilisé de nos jours. Ça ne veut pas dire que le monstre et la monstruosité, ça ne se dit pas autrement. Alors c'est un peu ça que je vais examiner en faisant un parcours très rapide qui va s'échelonner sur près de 2 siècles pour en arriver au débat aujourd'hui qui concerne les possibilités ouvertes par la biologie moléculaire et la génétique, et en suivant avec l'exemple du roman d'Ishiguro. Alors, il y a une question de contexte ici qui est importante. C'est pour ça que je voudrais commencer par parler rapidement de la science présentée généralement comme objective et rationnelle, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je donnerai à ce propos un exemple d'un scientifique assez célèbre qui est Edmund Halley. Edmund Halley était un astronome, un ingénieur, un scientifique pluridisciplinaire, qui est d'abord connu pour sa célèbre comète. Halley avait prédit que des comètes dont on avait parlé dans les livres qui étaient apparus en 1531, 1607 et 1682 étaient en fait la même. Que l'ordre de la comète est elliptique et que ça prend 76 ans pour revenir et qu'elle reviendrait en 1758, ce qui s'est effectivement réalisé. Et ça a été très important parce que ça venait asseoir définitivement la mécanique newtonienne. Alors, il est connu surtout pour ça, et ça en fait un grand scientifique. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que parmi ses hypothèses majeures de sa carrière, dans sa carrière, il a longuement argumenté sur la Terre creuse. Il était convaincu que la Terre était composée de plusieurs sphères imbriquées comme des poupées russes. Et évidemment, c'était complètement débile. Mais on n'en parle pas parce que ça aurait tendance à montrer que les scientifiques peuvent dire parfois de grosses conneries, ce qui est vrai et qui est tout à fait normal puisque la science fonctionne par essai, par hypothèse, pose des hypothèses, donc des fictions. Qu'est-ce qui se passerait si? Et ils peuvent se tromper. Mais tout est fait comme s'il s'agissait de montrer que la science est pure, objective, neutre, rationnelle, fonctionne de façon tout à fait linéaire. Des exemples comme ça de bêtises profondes dites par des scientifiques, je pourrais en citer des tonnes. J'aurais pu faire une conférence intitulée « La science et ses débordements ». Mais comme je n'ai pas toute la journée, je me contenterai de 2 exemples célèbres et spectaculaires, plutôt anciens. Le premier va avoir l'air un peu graveleux et comique, mais je vous demanderai de le prendre sérieusement parce que, d'une certaine façon, ça l'est. Et c'est un sujet qui risque de réveiller ceux qui dorment encore un peu. C'est la masturbation, qui a été une des obsessions de la science pendant plus de 150 ans, et notamment pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle. Et ce qui est absolument fascinant dans ce cas-là, c'est de constater que pendant plus de 150 ans, le discours scientifique et le discours officiel a été le même de l'Oural au Pacifique. On lit les textes aujourd'hui et c'est fascinant parce qu'on voit à quel point ils sont marqués par l'idéologie. Et pourtant, à l'époque, ils apparaissaient neutres, donc objectifs, scientifiques. On ne se rendait pas compte de la dimension socioculturelle et historique de la science. C'est particulier, entre autres, dans la deuxième moitié du 19e siècle, parce que la deuxième moitié du 19e siècle est marquée en science par l'idéologie du progrès, par le positivisme, par le développement de la science médicale, par une volonté chez des gens comme
Claude Bernard ou Charcot, par exemple, de créer vraiment une démarcation entre les sciences et les pseudosciences, et ça n'a pas d'effet sur les positions morales et rigoristes qui concernent ce sujet depuis le milieu du 18e siècle, depuis un texte célèbre du médecin Tissot, ce qui est assez ironique d'ailleurs, dont le nom est associé pour le reste des temps à la masturbation, alors qu'il écrit un livre pour dire à quel point c'était directement lié au diable et à l'enfer. Alors, je vous lis un passage spectaculaire à cause du lieu d'où il vient. C'est le Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse. Pierre Larousse était positiviste, athée. Il présente son dictionnaire comme une mise au point, je cite, là, le dictionnaire Larousse est présenté comme une mise au point des connaissances et un instrument de libération des croyances, donc en faveur de la science. Et voici ce qu'on lit à l'entrée, masturbation. Tous les médecins s'accordent à reconnaître que la masturbation prédispose à un très grand nombre de maladies. Elle ne tarde pas en effet à jeter les individus qui s'y livrent sans frein dans un état de faiblesse généralisée. Elle a surtout pour résultat le développement de la phthisie avec consomption et l'apparition de troubles variés du côté du système nerveux. Du côté de l'intelligence, les troubles sont encore plus accentués s'il est possible. Pour le masturbateur, le sentiment s'émousse avec l'imagination, tout le lasse jusqu'au plus simple exercice de la pensée. Il devient incapable du moindre travail intellectuel. Il s'aperçoit de sa déchéance physique et morale, mais sa volonté a perdu l'énergie nécessaire pour y remédier. La mélancolie la plus profonde et l'hypocondrie s'emparent de lui. Le souvenir de ce qu'il a été, la pensée de ce qu'il aurait pu être, le jette parfois dans une tristesse pleine de dégoût pour toutes les jouissances de la vie et peuvent le conduire au suicide. Bon. Le texte du Larousse, est très représentatif de l'époque. Ce qui est fascinant, c'est de voir l'extraordinaire consensus qui existe sur le sujet. C'est considéré comme une des causes les plus graves de la dégénération de l'espèce. Non seulement c'est le point de vue de la quasi-totalité des médecins, mais aussi des hygiénistes, des moralistes, des éducateurs et l'ensemble de la classe politique au sens très large. Par exemple, Proudhon, qui était quand même anarcho-communiste, en parle comme d'un vice honteux qui décime la jeunesse. Alors, il s'agit presque uniquement de la masturbation masculine, bien sûr, puisque les médecins sont tous des hommes qui ne comprennent absolument rien au corps féminin, c'est une autre affaire. Dernier exemple, beaucoup plus court sur le sujet, mais qui est spectaculaire, c'est le docteur Desbourges qui publie en 1860 un livre intitulé « Memento du père de famille », où il affirme que cette pratique abominable a mis à mort plus d'individus que ne l'ont fait les plus grandes guerres jointes aux épidémies les plus dépopulatrices. Alors, je vous rappelle quand même qu'au 14e siècle, la peste a tué le tiers de l'Europe. Et évidemment, dans son livre, il ne donne aucun exemple de ce qu'il apporte. Alors ça, c'est vraiment du débordement discursif. Et le masturbateur est évidemment un monstre. Je vous renvoie au livre, c'est pas son livre le plus connu, mais vraiment excellent, de Michel Foucault, qui est Les Anormaux, où il parle justement de ce qui était considéré comme l'anormalité, il donne des cas précis, dont celui du masturbateur. Alors qu'aujourd'hui, on dit que c'est bon pour les hommes de mon âge pour prévenir le cancer de la prostate. Alors ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle vraiment un changement de paradigme, là, assez sérieux. Le deuxième exemple est plus récent, mais il date des années 20. Il est plus ponctuel, celui-là, mais il est aussi spectaculaire. C'est celui de Philippe Lenart, que vous ne connaissez peut-être pas, mais Philippe Lenart était un physicien qui a gagné un des tout premiers prix Nobel de physique en 1903, je crois. Et Philippe Lenart est un des principaux représentants de la science nazie dans les années, à partir de la fin des années 20, des années 30 et pendant la Deuxième Guerre. Alors, je vais vous lire un extrait d'un de ses textes qui va comme suit. On caractérisera le mieux et avec le plus de justesse la physique juive en rappelant les activités de celui qui est probablement son plus illustre représentant, le savant 100% juif Albert Einstein. Sa théorie de la relativité, qui était censée révolutionner la physique, mais lorsqu'elle a été confrontée à la réalité, elle n'a pas tenu un instant. Par contraste avec l'intraitable et ardente aspiration à la vérité du savant arien, la compréhension de la vérité fait défaut aux Juifs de manière frappante. Alors, évidemment, quand on lit ça aujourd'hui, on se dit, mais c'est de l'antisémitisme pur, ça va de soi, ça saute aux yeux. Mais il faut comprendre deux choses. D'abord, l'extrait que je vous présente ici est tiré d'un texte de physique de Philippe Lenart qui porte sur la théorie de la relativité.
Et au moment où il écrit ce texte, dans les années 20, la théorie de la relativité est encore extrêmement discutée. Hein. Einstein va gagner le prix Nobel de physique en 1922, mais c'est pas pour la théorie de la relativité, c'est pour son travail sur les cellules photoélectriques, parce que la théorie de la relativité, justement, ne fait pas consensus à l'époque dans le milieu des physiciens. Donc, Philippe Lenart, du haut de son statut institutionnel important, a quand même gagné le prix Nobel de physique, dans ce texte sur la théorie de la relativité, explique que ça ne fonctionne pas à l'image de beaucoup d'autres physiciens. Mais en fait, on voit bien que derrière ces théories physiques, il y a d'autres éléments qui sont extrêmement subjectifs, qui jouent et qui tiennent à son antisémitisme. Alors, je ne donne pas ces exemples, je ne dis pas ça pour critiquer la science en soi. Moi, je trouve que la science est formidable, beaucoup plus formidable que quoi que ce soit pour développer notre imagination, en tout cas beaucoup plus formidable que les fumisteries du nouvel âge, l'astrologie ou le travail des charlatans qui font croire n'importe quoi pour leur propre fin. Mais ce que j'aime, entre autres, de l'esprit scientifique, c'est qu'il nous oblige à rester sceptiques. Et si l'esprit scientifique nous oblige à développer un esprit critique, c'est bien sûr aussi par rapport à la science elle-même. Hein. La science, elle ne se fait pas hors du monde, c'est pas dans une tour d'ivoire, elle n'est pas neutre, elle est faite par des hommes et des femmes qui ont leurs convictions, qui orientent leurs recherches, qui vivent dans un contexte social, politique et idéologique, qui jouent un rôle. Hein. Évidemment, dans l'histoire, il y a eu des scientifiques relativement neutres politiquement, mais il suffit de faire un relevé assez rapide pour on se rend compte que il y a des scientifiques qui ont été de l'extrême droite à l'extrême gauche. Hein. La panoplie est très, 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 très large. J'ajoute aussi qu'il y a peut-être un danger à rejeter le discours du passé en fonction de nos propres valeurs, parce que dans 50 ans, on va probablement en rire aussi de nos propres valeurs. On est quand même dans une époque où n'importe qui peut découper quelqu'un à la tronçonneuse dans un film, mais il y a des organismes qui, très sérieusement, font la liste des films moralement les plus insupportables en fonction du nombre de cigarettes qui sont fumées dans le film. Je veux dire, dans 50 ans, ils vont se rouler par terre en riant de nous, c'est évident. Alors, il ne faut pas simplement rejeter le passé. Je pense qu'il faut aussi... Ce qui est plus intéressant, c'est d'analyser pourquoi les choses se faisaient de telle façon, comment on a pu les penser de telle façon, comprendre ce qui s'est passé, ce qui aide davantage à comprendre notre présent. Et dans le cas du monstre lié à la génétique, comme on le verra, je pense que c'est assez intéressant. Alors, on s'est toujours intéressé aux monstres hein, depuis l'Antiquité, à travers les religions, la magie, on voyait les monstres comme des chimères. Dans l'Antiquité, si un parent était estropié, on était sûr qu'il mettrait au monde un enfant estropié. Bon, aujourd'hui, malgré la génétique, il y a encore des gens qui croient qu'un nain mettrait nécessairement au monde un nain, comme quoi il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait rentrées dans les esprits. Et pendant longtemps, la production des monstres était liée à l'imagination. Hein, l'imagination et la frayeur. Par exemple, on disait aux femmes enceintes de ne pas regarder quelque chose de laid, parce que ça pouvait éventuellement créer un monstre. Il y a même des textes où, si des parents voulaient avoir un enfant, on leur suggérait, en copulant, de regarder des belles images, d'avoir des belles images autour d'eux. C'est sérieusement bon. Il y a une publication importante qui va un peu changer les choses, beaucoup changer les choses, en fait, en 1832, c'est la publication du premier tome, le troisième et dernier va paraître en 1836, de Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux, ou traité de tératologie. C'est un ouvrage fondamental d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui au départ est zoologue. Et là, la tératologie, qui est l'étude des monstres, va prendre un sens vraiment scientifique. C'est un ouvrage fondamental parce qu'il propose un classement vraiment objectif, scientifique, de ce qui serait la monstruosité. Et Geoffroy Saint-Hilaire insiste pour dire qu'on ne devrait pas parler de monstres, mais d'anomalies, en fait. Et quand on compare avec des choses qui s'écrivaient à l'époque autour de la monstruosité, on est frappé par la volonté, dans ce texte, de prendre une distance. Le premier tome paraît en 1832, c'est un travail de longue haleine qui a commencé avant. Le père de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne, va déjà travailler sur ces questions-là. En 1810, il écrit par exemple dans un texte « Le monstre apparaît comme un labyrinthe dans lequel on tente de retrouver un ordre analogue à celui qui prévaut généralement, et notamment les mêmes pièces osseuses, les mêmes enchaînements, quand bien même ces pièces semblent avoir quasiment disparu. » Alors, il y a une volonté de trouver un ordre, c'est important. Il y a une volonté de situer le monstre, l'anomalie, dans le vivant, dans le normal, dans la normalité. Hein? C'est très, très clair dans les textes.
qu'il s'agit de montrer en quoi l'anomalie, la différence, l'écart nous permet de comprendre justement la normalité. Donc, il y a une volonté de dédramatiser le monde, de le sortir du plan strictement imaginaire, de le désenchanter pour le faire entrer dans l'ordre du vivant. Sauf qu'il y a d'autres textes au 19e siècle qui vont avoir beaucoup plus d'impact que celui de Geoffroy Saint-Hilaire, sans doute justement trop sérieux. Notamment en 1857, le médecin Bénédicte Augustin Morel va publier « Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine ». Alors là aussi, il y a une volonté de classement scientifique, mais le mot « dégénérescence » va avoir un impact très grand, va avoir un sens très polysémique, et vous aurez remarqué que dans le titre, il y a le mot « moral » qui indique déjà que le degré de scientificité est très relatif par rapport à Geoffroy Saint-Hilaire. Donc, 1857, dégénérescence. 1883, apparition du mot eugénisme, qui est présenté comme une science, présenté par un vrai scientifique qui est le mathématicien anglais Francis Galton, qui est un scientifique important, mais qui est surtout connu, c'est un peu dommage pour lui, mais tant pis pour lui, c'est sa faute, à cause de l'eugénisme. L'eugénisme qu'il définit de la façon suivante: science de l'amélioration de la race qui ne se borne nullement aux questions d'union judicieuse, mais qui, particulièrement dans le cas de l'homme, s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races moins bonnes. Alors, c'est évident pour nous qu'il y a une connotation raciste ici qui n'apparaissait pas nécessairement à la fin du 19e siècle. Je dirais d'abord deux choses. C'est présenté comme une science, mais il y a un but pratique, l'amélioration. Donc, c'est d'abord technique plutôt qu'être scientifique. Et deuxièmement, ça saute aux yeux. Il y a évidemment un jugement de valeur. Il y a des races qui sont moins douées et d'autres qui sont mieux douées, d'autres qui sont moins douées, ce qui dénote une dimension ouvertement politique. On est en plein colonialisme à cette époque-là. Alors, dégénérescence, eugénisme, ce sont deux mots qui traversent la fin du 19e siècle et le début du 20e, qui sont associés à une société qui est présentée en pleine déliquescence. Alors, tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle, au début du 20e, les travaux sur la dégénérescence, sur les torts héréditaires, puis l'eugénisme, vont reconduire sur le plan scientifique, ou en fait, aujourd'hui, on voit pseudo-scientifique, la question du monstrueux. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que dès la naissance de la tératologie, il existe un imaginaire du monstre chez les scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a cette idée d'avoir la possibilité de créer son propre objet, ses propres monstres, pour les besoins de la recherche. Et c'est encore ce qui fait peur aujourd'hui avec ce qu'on pourrait appeler le bricolage génétique. On commence à se dire, à la fin du 19e siècle, on peut peut-être transgresser les lois de la nature. Les problèmes commencent. Mary Shelley avait déjà tout compris ça au début du 19e siècle. Quand on pense qu'elle a écrit Frankenstein à 18 ans, c'en est presque peur, c'en est presque monstrueux. Alors, si je parle d'idéologie à propos de la science, c'est important de voir qu'au 19e siècle, la question du monstre, donc associée à dégénérescence, eugénisme, hérédité, tout ça, est associée à un contexte politique qui est lié à une peur de la bourgeoisie. Il y a une concentration des pauvres dans les villes. Avec le développement de l'industrialisation, beaucoup de paysans deviennent des ouvriers. Il y a une concentration d'ouvriers dans les villes qui vivent dans des quartiers, des ghettos où les conditions d'hygiène sont souvent abominables, ce qui fait qu'il y a des maladies contagieuses qui se développent. Il y a une peur de la bourgeoisie que ces maladies contagieuses viennent les contaminer eux-mêmes. Et en plus, concentration des ouvriers, il y a en même temps un développement des mouvements ouvriers et des premiers syndicats. C'est un autre truc qui peut être très contagieux et qui fait très, très peur. Alors, il y a un imaginaire de la faim qui est lié à la décadence et on découvre des êtres monstrueux dans chaque coin sombre, derrière chaque porte de famille pauvre. Et dans ce sens-là, l'eugénisme se présente... Alors, il y a l'eugénisme positif et négatif. L'eugénisme positif, c'est la science de l'amélioration de la race par sélection artificielle, dont l'aboutissement le plus hyperbolique, bien sûr, sera le nazisme. Alors, l'eugénisme se présente au départ comme un phénomène de résistance. Il faut éviter les mélanges qui appauvriraient le sang des êtres supérieurs, alors que la génétique tend aujourd'hui à dire qu'au contraire, il faut qu'il y ait le plus de mélanges possible. Il faut sauver la race,
mais sauver la race pour permettre de l'améliorer en s'appuyant sur le modèle idéal. Mais là, on est dans un beau cercle vicieux, parce que qu'est-ce que c'est l'être humain idéal à l'époque? C'est un homme blanc, hétérosexuel, riche, et sans doute barbu, parce qu'il est à l'image de Dieu, et comme tout le monde sait, Dieu est barbu. Autrement dit, ce sont eux qui déterminent la normalité et se déterminent eux-mêmes. Alors, au nom de la science, il y a une volonté de se débarrasser d'une façon ou d'une autre de ceux qui nuisaient au développement de la race. Hein. Et quand on lit les textes d'époque, c'est fascinant de voir à quel point ça déborde largement de ce qui pourrait être scientifique. Évidemment, ça concerne tous ceux qui ont un handicap physique marqué, un handicap mental marqué, mais chez certains, ça va jusqu'à éliminer les diabétiques, éliminer les trop grands, les trop petits, les masturbateurs, bien sûr. Et en fait, on se rend compte que ça va jusqu'à éliminer ceux qui veulent détruire ou transformer le système et qui sont manifestement pas bien dans leur tête. Hein. Et évidemment, beaucoup de femmes, hein, vous savez qu'au 19e siècle, à peu près une femme sur deux était hystérique. Là. Il suffisait qu'elle ouvre la bouche à peu près, puis elle devenait hystérique. Donc, dans certains cas, chez certains scientifiques, gagnants de prix Nobel et tout, ça allait jusqu'à vouloir tuer les individus inutiles. Dans une catégorie plus soft, ça conduit à les stériliser, à essayer d'éliminer les maillons faibles. Hein, Galton, par exemple, disait que les classes sociales possédaient des qualités propres qui étaient transmises de manière héréditaire. C'est très pratique, ça, quand même, parce que si vous êtes ouvrier, pourquoi vous iriez manifester pour de meilleures conditions? Puisque de toute façon, vous allez être ouvrier de père en fils, c'est dans l'hérédité, on ne peut pas changer ça. Bon. Si les différences de classe s'expliquent biologiquement, ça règle beaucoup de problèmes. Alors, ça va durer longtemps, parce qu'encore dans les années 30, dans beaucoup d'ouvrages de biologie, vous avez un classement où il y a un ordre des races. Alors, il y a les Blancs, il y a les Asiatiques, il y a les Noirs, il y a les grands singes. C'est vraiment, il y a une liste qui se présente comme ça. Donc, il va y avoir une volonté de stérilisation pour des membres de la population qui sont considérés comme mentalement instables, handicapés. Ce qu'il faut voir aussi, je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais c'est quand même intéressant de constater que le terme d'eugénisme, qui aujourd'hui, évidemment, à la suite du nazisme, entre autres, nous apparaît abominable, avait un sens très polysémique. Et la stérilisation des membres de la population qui avaient des problèmes physiques ou mentaux, c'était souvent considéré comme une idée pleine de sagesse par une grande partie de l'élite progressiste en matière sociale. Hein, vous allez avoir des cas de stérilisation massive en Suède, au Danemark, aux États-Unis, au Canada, en Alberta, un peu partout. Étonnamment, pas ni en France ni en Angleterre, à ce que je sache, mais l'idée de l'eugénisme vient de là. Alors, évidemment, on va se dire, aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus possibles. Bon, elles sont plus possibles de cette façon-là, en général, mais ça se présente autrement, c'est là que je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, certains parlent de nouvel eugénisme, et c'est lié aux possibilités offertes par la biologie moléculaire et par la génétique. Alors, je vais en parler très, très brièvement, je vais poser simplement certaines questions là, qui se posent aujourd'hui, des questions qui sont... que moi je trouve fascinante pour au moins deux raisons. D'abord parce que ce qui se passe avec la technologie aujourd'hui dans tous les domaines, c'est qu'elle va tellement vite que l'éthique ne peut plus suivre. Alors, tout ce qui concerne notamment la biologie moléculaire, dès que les éthiciens arrivent à des règles, s'entendent sur des règles, la science est rendue déjà tellement plus loin qu'il faut recommencer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les débats actuellement autour de ces questions-là vont au-delà des traditionnels clivages entre la droite et la gauche. Ça se pose autrement. Alors, juste quelques pistes comme ça. Pourquoi on s'oppose aux possibilités offertes par la biologie moléculaire aujourd'hui? Bien, d'abord parce qu'il y a un risque de trafiquer les êtres humains, de les transformer par des méthodes qui sont antinaturelles. La question, moi, je la résume comme ça, qui se pose aujourd'hui, c'est que je pense que tout le monde s'entend pour dire que la médecine est là pour soigner, mais où est la frontière entre soigner et améliorer? Qu'est-ce que ça veut dire améliorer? Et jusqu'à quel point on pourrait améliorer ou non? Alors, évidemment, un des problèmes qui se pose pour beaucoup, c'est qu'il y a des enjeux commerciaux à tout ça, hein, qui sont liés au néolibéralisme, du copyright sur des gènes, des choses comme ça. Par contre, si on peut extirper des maladies génétiques par diagnostic préimplantatoire,
ça me semble très bien, mais on est encore une fois à la question de la frontière. Le jour où des gens disent « Oui, mais moi, je veux avoir un enfant qui a les yeux bleus », là, il y a peut-être un peu plus de problèmes. C'est-à-dire, où est-ce qu'on arrête? Certains ont peur que tout soit déterminé, qu'il n'y ait plus de libre arbitre possible. Il y a aussi, à travers tout ça, une atteinte à la nature, et souvent, ça relève de discours religieux, en partie. C'est une atteinte aussi à la famille traditionnelle. Il y en a qui s'y opposent à cause de ça. On pourrait se demander aussi, mais est-ce que la frontière entre nature et culture est si nette que ça? Hein? La médecine, elle a toujours été culturelle, elle ne sort pas du néant. Là. En même temps, il y a effectivement une marchandisation du vivant qui est extrêmement discutable. Il y a des problèmes qui sont liés à un certain nombre de start-up, hein, par exemple sur l'autisme. J'ai lu un livre sur le sujet où il y a des start-up aux États-Unis qui disent écoutez, on a trouvé le gène de l'autisme, on est en train de travailler là-dessus, on a besoin de l'argent. Si vous avez des enfants autistes, aboulez 10 000 $, puis quand on va avoir beaucoup d'argent, on va réussir à guérir les enfants autistes. Ce qui, évidemment, est un non-sens parce que un des problèmes des maladies génétiques, c'est qu'elles sont quand même assez rarement monogéniques, hein, ou mendéliennes, comme on dit parfois. Les maladies génétiques sont souvent multigènes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les ramener à un gène particulier. C'est toute la complexité de la question. Et dans un cas comme l'autisme, on n'est même pas capable de définir ce que c'est. Alors, dans la mesure où on n'est même pas capable de définir ce que c'est exactement, on voit mal comment des gens pourraient dire « j'ai trouvé le gène qui permet de guérir une maladie génétique qu'on n'est pas capable de définir ». Bon, alors il y a des problèmes de ce type-là. Il y a évidemment le fantasme absolu aujourd'hui du clonage, hein, exemple contre nature par excellence. L'idée qu'on peut faire un double d'une personne, ça scandalise bien des gens. En même temps, si je veux me faire un peu l'avocat du diable, je dirais que on oublie quand même un facteur important quand on parle de génétique, c'est que la génétique n'est pas toute seule, il y a aussi l'environnement. Et le contre-exemple habituel des gens qui disent « arrêtez de dire que le clonage ne fait que répéter un individu qui a déjà existé », c'est l'exemple des jumeaux identiques. Les jumeaux identiques sont plus identiques encore qu'un clone éventuel. Or, des jumeaux identiques sont élevés par les mêmes parents, vont dans les mêmes écoles, mangent la même nourriture, sont parfois habillés de la même façon et ont souvent des personnalités complètement différentes. Donc, parce que l'environnement, évidemment, joue aussi énormément. Donc, l'idée que le clone ne fait que reproduire exactement un individu, ça, c'est un faux argument. Mais un autre argument, bien sûr, sur les transformations génétiques qu'on peut faire, c'est qui aurait les moyens de le faire. Évidemment, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui seraient privilégiés. Puis en même temps, il ne faut pas se voiler la face non plus. Quand on parle de nouvel eugénisme, bien évidemment, si on regarde la connotation du 19e siècle, c'est très, très négatif, mais pensez à l'exemple de la myosynthèse, hein, par diagnostic prénatal. Une femme peut apprendre vers la fin de sa grossesse que l'enfant qu'elle va avoir est trisomique et elle peut se faire avorter. Ce que moi, personnellement, je trouve tout à fait légitime, parce que quand un individu naît, moi, ma position, c'est que par solidarité, il faut essayer de tout faire pour aider les gens qui vivent, quel que soit leur état. Mais enfin, quand l'enfant n'est pas né, quelqu'un peut décider que c'est cruel de mettre un enfant au monde quand il a des problèmes graves. C'est une forme d'eugénisme. C'est-à-dire, si on reprend les termes du 19e siècle, c'est une forme d'amélioration de la race. Mais il y a une immense différence par rapport au 19e siècle ou au début du 20e. C'est que ça se présentait au début du 20e selon un point de vue gouvernemental. C'est-à-dire que ça se présentait comme une loi, ça se présentait comme une obligation. C'est par obligation que des personnes étaient stérilisées en Suède, par exemple, où il y a des femmes qui étaient considérées comme ayant une mauvaise vie et qui avaient des enfants, puis on leur disait, on disait après ça que ça avait été tout à fait légal. On leur disait, bien écoutez, c'est pas compliqué, vous signez ici pour dire que vous acceptez de faire stériliser, sinon vous retirez vos enfants. Bon, les gens signaient. Il y a eu des milliers de cas de stérilisation comme ça, de gens qui étaient considérés comme inaptes simplement parce qu'ils n'avaient pas une vie conforme à la société de l'époque. Il y a des histoires d'horreur vraies, là, l'histoire par exemple de cette fille
qui avait 15 ou 16 ans, qui était à l'école, qui comprenait rien, puis on disait, bon, elle est débile, on l'a stérilisée, puis après coup, on s'est aperçu qu'elle avait besoin de lunettes, elle était myope. Bon. Des cas comme ça, il y en a eu des masses, là. Alors, la différence, donc, c'est qu'à une époque, c'était obligatoire, c'est le gouvernement qui décidait. Aujourd'hui, le choix est un choix parental et c'est surtout le choix des femmes. Alors, pour certains, ça change tout. Pour certains, ça ne change rien. Bon. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, ces questions-là, des questions scientifiques, sont indissociables de problèmes de société qui touchent l'économie, la politique, la philosophie, l'éthique, le religieux. La science, elle n'est jamais séparée des réalités sociales et culturelles. Et puis, on entend un peu n'importe quoi, hein. Il y a un scientifique, il y a quelques années, qui avait dit à la fois, alors c'est vraiment génial, il avait réussi à trouver le gène de l'homosexualité, hein, ce qui est une façon de dire que l'homosexualité est une maladie qu'on pouvait extirper. C'est le même qui avait trouvé le gène de Dieu aussi, ce qui est une façon de dire que Dieu était en nous et donc la croyance était en nous, on ne pouvait pas y échapper. Alors moi, quand je lis ça, je me dis que si on pouvait trouver le gène de la connerie, des fois, ça serait une bonne idée. Bon. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie, dernier tiers peut-être, là, autour du roman de Kazuo Ishiguro qui, me semble-t-il, ce que je trouve intéressant dans ce roman-là, c'est que de façon, en jouant vraiment sur l'imaginaire, sans faire une didactique, sans poser de questions morales, nous oblige à penser à toutes les questions que je viens de soulever. Alors, qu'est-ce que c'est ce roman? Nous sommes dans la société britannique qui pourrait être la société britannique actuelle. C'est une société parallèle à la société actuelle. On n'est pas dans un futur marqué. Et la société britannique a créé des clones pour ses besoins en soulevant un certain nombre de questions éthiques. Et la narratrice de ce roman va placer le lecteur dans la position de quelqu'un qui devrait savoir, hein. Le lecteur entre lentement dans cette société. Et ce qui peut apparaître horrible ici, un petit peu comme le colonialisme britannique jusque dans les années 1940, apparaît comme une sorte de preuve de civilisation. La question, au fond, que ce roman pose, c'est jusqu'où l'humanité peut jouer avec elle-même. Alors, je vous ai passé la photocopie, je vous lis le début du roman qui me semble typique des romans d'Ishiguro. C'est à la fois très clair et très obscur. Alors, ça commence comme ceci. Je m'appelle Cathy H., j'ai 31 ans et je suis accompagnante depuis maintenant plus de 11 ans. Je sais que ça paraît assez long, pourtant il me demande de continuer 8 mois encore jusqu'à la fin de l'année. Cela fera alors presque 12 ans. Si j'ai exercé aussi longtemps, ce n'est pas forcément parce qu'ils trouvent mon travail formidable. Je connais des accompagnants très compétents qui ont été priés d'arrêter au bout de 2 ou 3 ans à peine, et je connais le cas d'un accompagnant au moins qui a poursuivi son activité pendant 14 ans alors qu'il ne valait rien. Je ne cherche donc pas à me vanter. Pourtant, je sais de sources sûres qu'ils ont été satisfaits de mon travail et dans l'ensemble, je le suis aussi. Mes donneurs ont toujours eu tendance à récupérer bien mieux que prévu. La rapidité de leur guérison s'est révélée impressionnante et presque aucun d'entre eux n'a été classé agité, même avant le 4e don. Alors, il y a beaucoup d'indices, mais au lieu de clarifier les choses, ça a plutôt tendance à les obscurcir. C'est-à-dire, d'une part, je dis qu'il y a beaucoup d'indices, c'est un peu comme dans un roman réaliste, traditionnel. On a des indications précises sur le nom, l'âge, la profession de la narratrice. Sauf que cette profession, en même temps, elle est assez imprécise. Elle est accompagnante. Est-ce qu'elle travaille dans un milieu médical? Est-ce que c'est une infirmière avec une spécialisation, qui serait par exemple d'accompagner les mourants? Est-ce que c'est plutôt un travail qui relève de la psychologie, du service social? En tout cas, elle occupe son emploi depuis plus de 11 ans et ça paraît assez long. C'est quand même une carrière assez courte. Hein, peut-être que c'est un travail épuisant, physiquement, émotivement, qui oblige à être jeune. Il reste qu'une retraite après 11 ans, ça fait plus penser à une joueuse de tennis qu'à une infirmière ou une psychologue. Bon. Alors, il y a des repères éthiques qui sont aussi assez nébuleux. Hein. Il y a des gens compétents qui sont employés peu de temps, d'autres moins compétents ou incompétents qui sont employés très longtemps. En tout cas, Cathy H. est employée puisqu'ils sont satisfaits de son travail. Qui est « il » ? Ça ne peut pas être un supérieur hiérarchique, un simple patron parce qu'il y a un pluriel. Est-ce que c'est une organisation? Est-ce que c'est l'État? Mais pourquoi l'État surveillerait des individus qui accompagnent des malades en phase terminale? Et la suite du paragraphe va complexifier les choses. Le travail concerne des donneurs, dont la générosité peut aller jusqu'à 4 dons. Puis un bon accompagnant permet aux donneurs de récupérer rapidement, de ne pas être trop parachuté. Donc, s'ils récupèrent, ils ne meurent pas. Bon. Quelques lignes plus loin, on va avoir des informations plus précises, mais qui vont augmenter en fait la perplexité. La narratrice s'adresse au lecteur et l'intègre naturellement à son univers social. Alors, je vous lis la suite, c'est la deuxième citation.
En tout cas, je n'ai pas de grandes prétentions. Certains soignants en exercice sont tout aussi capables, mais ne bénéficient pas d'une telle reconnaissance. Si vous êtes l'un de ceux-là, je peux comprendre que vous m'enviez. Mon studio, ma voiture et surtout la faculté que j'ai de choisir mes patients. Et j'ai étudié à Elsham, ce qui suffit parfois à braquer mes collègues. Cathy H. a le droit de choisir, disent-ils, et elle sélectionne toujours des individus de son espèce, des gens de Elsham ou de l'une des autres résidences privilégiées. Alors, soignant ici, c'est assez clair que c'est dans un milieu, c'est dans un contexte médical, mais qu'est-ce qu'Elsham? C'est pas une université en Angleterre, en tout cas pas une université qui existe. Et pourquoi soigner des gens provenant du lieu où elle a étudié ou de résidences privilégiées équivalentes? Résidence, ça ne renvoie pas à un lieu où on étudie. Puis qu'est-ce que ça veut dire de son espèce? Alors, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est assez clair, mais en fait, c'est un début assez subtil parce qu'on se rend compte en cours de route que, au fond, ce début de roman exprime exactement ce que le roman énonce. La société anglaise sait, mais elle cherche à oublier, puis elle veut surtout rien savoir. Le lecteur, il est souvent pris à partie dans le roman comme s'il devait savoir, à l'image de la société anglaise. Il y a beaucoup de phrases qui apparaissent, genre « Je ne sais pas quelle était la règle là où vous étiez, mais à Elsham. Je ne sais pas si vous en aviez là où vous étiez. Je ne sais pas comment c'était là où vous étiez, etc., etc. » Donc, ça accrédite l'idée que nous sommes concernés comme lecteurs. Alors, la narratrice, elle s'adresse au lecteur comme si elle ne pouvait pas imaginer que le lecteur ne sache pas. Il y a ici une position critique qui renvoie en fait à la réalité sociale, au hors-texte, qui serait de se dire, on ne peut pas se cacher la tête dans le sable et faire comme si les potentialités de la biologie moléculaire ne nous concernaient pas. La narratrice, qu'on va apprendre peu à peu, c'est un clone qui a été éduqué à un endroit qui s'appelle Elsham, une école qui répondait à des besoins particuliers. C'était une école idyllique, comme il y en avait très peu en Angleterre, où il y avait des expériences pédagogiques qui servaient à prouver l'humanité des enfants qui étaient là. Alors on pourrait dire, mais pourquoi on devrait prouver qu'ils sont humains, puisque ce sont bel et bien des humains? Sauf que les voies artificielles changent tout. Hein? Ces clones ont été créés à partir d'individus qui donc ne voulaient pas garder ses enfants, qui sont, entre guillemets, des rebuts de la société, on ne sait pas exactement qui. Et ceux-là ont été élevés dans des écoles spéciales parce que dans la plupart des écoles traditionnelles pour clones, ils sont vraiment utilisés comme du bétail. Alors, la société a créé des clones pour servir de donneurs. Qu'est-ce que c'est un donneur? Un clone est donc un être artificiel, mais qui est constitué comme un être humain et qui sert, lorsqu'il atteint l'âge adulte, à donner ses organes aux vrais humains malades. D'où l'idée qu'il peut y avoir jusqu'à 4 dons, parce que ça dépend de l'organe qui est donné. S'il s'agit d'une transplantation cardiaque, bien évidemment, la personne meurt dès le premier don. Mais selon les organes qui sont donnés, ça peut aller jusqu'à 4 dons au maximum avant que la personne meure. Et les accompagnants sont des clones eux-mêmes, qui donc connaissent ce que vivent les clones, les aident à vivre cette épreuve, et après un certain temps, les accompagnants deviennent eux-mêmes des donneurs. Alors, le lecteur, il va apprendre ça peu à peu, à travers les souvenirs de Cathy, qui raconte son histoire depuis son enfance à Elsham, ou avec d'autres enfants, notamment ses amis Ruth et Tommy, dont elle va parler. Elle est protégée du monde extérieur. À 16 ans, ces enfants sont envoyés dans une autre école où là, on va leur expliquer leur état, leur courte vie, la manière de gérer cette vie-là. Et l'écriture est neutre, hein, ce qui correspond tout à fait à la réalité du clone, c'est-à-dire c'est pas une voix exaltée, c'est une vie de contrainte, une vie routinière, une vie mécanique. C'est pas une écriture froide, ça coule de source, tout est déterminé à l'avance. Alors, la clone s'adresse au lecteur et le place dans une position de clone en disant toujours « là où vous étiez, vous ». Elle s'adresse à son semblable, ce qui fait que le lecteur, dès les premières lignes, va tendre à s'identifier à la voix narrative. Alors, ça a des conséquences, bien sûr, sur le plan de la lecture, c'est qu'on accompagne cette voix-là, on ne peut pas faire autrement que reconnaître sa part d'humanité. Le lecteur va s'identifier à ce monde décrit par la narratrice, et non pas le monde, parce que le monde, il ne le voit pas, le lecteur. Donc, tout ce qu'il fait, c'est découvrir le monde en même temps que la narratrice. Et les anecdotes d'enfance à Elsham sont tellement similaires à ce qu'on peut retrouver dans n'importe quelle école primaire que, dans un premier temps,
on a du mal à imaginer qu'il s'agit d'un ailleurs, d'un lieu surveillé, et pourtant, c'est le cas, il y a des gardiens, etc., etc. Donc, ils existent par le biais de la sélection artificielle. Ils sont créés avec un objectif déterminé dès la naissance, ce qui justifie pour la plupart des gens qu'ils soient traités comme des objets manufacturés. Et j'ajoute que, bon, le roman fait à peu près, je ne sais plus, 325-350 pages, et le mot clone apparaît seulement à la page 259. Ce qui fait que pendant très longtemps, on finit par deviner ce qui se passe, mais pendant très longtemps, on ne comprend pas exactement quel est le statut de ces enfants. Et on a appris à considérer Cathy, Tommy, Ruth et les autres, en fait, comme des gens tout à fait normaux. Le fait que la narration provienne d'une clone indique l'absence de la société dans le débat, ou plutôt, pire, je dirais, souligne qu'il n'existe pas de débat dans la société. Hein? La société anglaise a depuis longtemps accepté le phénomène. Accepter le phénomène avec d'ailleurs un euphémisme extraordinaire, les clones ne meurent pas, ils terminent. Les clones eux-mêmes utilisent le terme « ils terminent ». Alors, le clone, il est perçu comme un être inhumain. Ça se passe dans une mécanique qui est bien huilée. On les fait disparaître sans discussion. Il n'y a pas de coupable. Chacun joue son rôle dans la hiérarchie sociale. Et là, on ne peut pas faire autrement que faire un parallèle avec le nazisme. Hein. Vous savez, tous ces gens qui sont passés en jugement, qui ont participé à la machine nazie, qui disaient tous mais moi, j'ai rien fait, je ne faisais que suivre les ordres. Hein. Vous savez que ça a été la grande force du nazisme, de donner l'impression, en fait, que personne n'avait le pouvoir réel. J'ai même découvert, il n'y a pas si longtemps, peut-être une dizaine d'années, qu'Adolf Hitler n'était jamais allé dans un camp de concentration. Ce qui fait que même Hitler, à la limite, aurait pu dire, mais moi, je ne savais pas exactement ce qui se passait là. Bon. Alors, c'est exactement comme ça que ça se passe dans la société anglaise, c'est-à-dire personne n'est responsable, ça fait partie de la mécanique. On peut se demander pourquoi les clones sont si dociles, mais ça renvoie à ça justement, il y a une pression sociale, il y a une mécanique étatique et éducative qui ne permet pas d'échappatoire. Hein, il y a une puissance d'endoctrinement qui ne permet pas de les concevoir comme humains. Alors, d'où est-ce que ça vient tout ça? On va apprendre l'information, des parcelles d'information de façon très, très tardive, mais qui va nous permettre de comprendre un peu comment s'est fait ce développement technologique. Alors, il y a une rumeur qui circule parmi les clones qui va s'avérer fausse. La rumeur dit que 2 clones qui parviendraient à prouver leur amour mutuel seraient dispensés de devenir des donneurs. Et Cathy et Tommy, qui vont s'être perdus de vue pendant longtemps, qui vont se retrouver à l'âge adulte, vont devenir amoureux l'un de l'autre et vont essayer de savoir si cette rumeur est réelle, s'ils peuvent échapper à leur rôle de donneur. Alors, ils vont retracer l'ancienne directrice de Hillsham, qui est un institut qui est dorénavant fermé, pour en savoir plus. Ils vont apprendre que cette rumeur n'a aucun fondement. C'était effectivement uniquement une rumeur. Mais ils vont en apprendre beaucoup plus. Une des choses qu'ils vont apprendre, c'est quand ils étaient à l'école primaire, ils faisaient des dessins. Tous les enfants devaient faire des dessins. Et régulièrement, il y a une femme qui venait à l'école, qui choisissait certains de ces dessins et qui partait avec sans qu'ils sachent pourquoi. Ils vont apprendre, en rencontrant l'ancienne directrice, qu'en fait, cette femme exposait les dessins dans une galerie d'art pour démontrer que ces enfants avaient un sens artistique, et c'est une façon de dire qu'ils avaient de l'imagination, ils avaient un sens du goût, ils avaient un sens esthétique, et donc c'était vraiment qu'ils avaient une part d'humanité importante et méritaient d'être traités comme des êtres humains. Donc, il y a des humains pour les défendre, de la même façon qu'il y a des humains pour défendre les animaux. Je pense que dans le cadre de ce roman, on peut très bien faire le parallèle. Sauf que ce qui va se passer, c'est que très rapidement, les possibilités de guérison offertes par les nouvelles technologies vont presque annihiler la réflexion éthique sur la condition des clones. Alors, je vous cite un passage, donc c'est cette ancienne directrice d'Hillsham qui parle. Comment demander à un monde qui en est arrivé à considérer le cancer comme guérissable, comment demander à un tel monde d'écarter cette guérison, de revenir à l'époque noire? Il n'y avait pas de retour en arrière. Même si les gens se sentaient mal à l'aise à cause de votre existence, leur principal souci était que leurs propres enfants, épouses, parents, amis ne meurent pas du cancer, de la sclérose latérale amyotrophique, d'une maladie du cœur. Pendant longtemps, vous avez été tenus dans l'ombre et les gens s'efforçaient de ne pas penser à vous. Et si cela leur arrivait, ils essayaient de se convaincre que vous n'étiez pas vraiment comme nous, que vous étiez moins qu'humain, aussi que ça ne comptait pas.
Et les choses en sont restées là jusqu'à la naissance de notre petit mouvement. Donc, il y a ces écoles comme Eilsham qui sont nées, sauf qu'il va y avoir des expériences scientifiques qui vont avoir lieu, qui vont mal tourner, qui vont faire en sorte que ça va provoquer une peur des êtres artificiels. Il va y avoir un malaise grandissant envers l'existence des clones. Ça va avoir un effet boomerang et les écoles comme Eilsham vont devoir fermer. Je cite encore une courte citation, là, toujours de la directrice. « Le monde ne voulait pas qu'on lui rappelle comment le programme de dons fonctionnait en réalité. Il ne voulait pas penser à vous. En d'autres termes, mes petits, on voulait vous renvoyer dans l'ombre. » Alors, Eilsham et les endroits du genre ferment. Il n'y a plus d'échappatoire pour les clones. Et à la fin du roman, Cathy a perdu Root depuis un certain temps. Tommy est mort depuis 2 semaines après avoir fait un certain nombre de dons. Et puis, bientôt, elle va commencer elle-même à faire des dons. Elle va être bientôt terminée. Alors, ce que je trouve intéressant de ce roman, j'arrive à ma conclusion, ce que je trouve intéressant de ce roman, c'est qu'au fond, c'est un genre nouveau. Hein? C'est une fiction scientifique où il n'y a pas de science. C'est-à-dire que dans ce roman-là, il n'y a aucune figure de scientifique, il n'y a pas d'expérience scientifique, il n'y a pas de réflexion sur la science ou sur l'éthique. À la limite, c'est un roman psychologique ou même ça pourrait être un roman d'amour assez banal, ou donné en tout cas assez traditionnel. Et pourtant, les manipulations génétiques changent tout. S'il y a une morale dans le roman, elle apparaît à travers la voix de la narratrice, parce que la voix du clone occupe tout l'espace, avec ses fragilités, avec ses doutes, avec sa mémoire qui refuse d'oublier. Tout au long du roman, on ne peut pas faire autrement que de constater que ce clone démontre de manière implacable son humanité. Alors, pour ces raisons-là, il y a une commentatrice du roman qui écrivait ceci, qui me semble assez intéressant, je veux dire pourquoi. Alors, il écrit à propos du roman, « Les humains, non les clones, sont les post-humains cauchemardesques ici, moins à cause de leur bio-amélioration que parce qu'ils ont, dans leur tentative d'allonger la vie, détruit la vie des autres de façon inhumaine et seulement pour leur bénéfice. Pour arriver à leur fin, ils doivent se prémunir contre tout risque d'affectivité qui leur permettrait de ressentir une quelconque empathie envers les clones. » Alors, c'est assez juste. C'est vrai que c'est difficile de ne pas s'identifier aux clones parce que ce sont effectivement des victimes. Mais en même temps, je trouve ce qui rend le roman plus intéressant, c'est que je tique quand elle écrit que l'humanité détruirait la vie des autres, et je cite, « seulement pour leur bénéfice ». Alors, il détruirait les autres seulement pour ne pas mourir. C'est quand même une grosse question. Et ce qui se trouve en filigrane dans ce roman, c'est la question suivante. Devant la possibilité de sauver un parent en train de mourir d'une horrible maladie dégénérescente, combien fermerait les yeux devant l'humanité possible du donneur ou du sauveur? Hein? Si la mécanique sociale a fait en sorte qu'on a tout fait pour démontrer qu'en fait, ces êtres ne sont pas des êtres humains. Alors, l'année même où le roman sortait, j'ai retrouvé un article de la presse canadienne qui disait ceci, ça date du 18 mars 2006. « L'Ontario possède une liste d'attente de plus de 1800 personnes pour des dons d'organes, alors qu'à peine 148 transplantations ont été effectuées en Ontario cette année, ce qui inclut 20 nouveaux cœurs, 12 nouveaux poumons et 81 nouveaux reins sur 1800. Ça ne suffit pas à justifier l'assassinat légal des clones, vous aurez compris, mais ça met un peu les choses en perspective. Et je dirais que le pire au fond dans ce roman, et ce qui nous pousse à adhérer à la cause des clones, c'est le silence social, c'est la lâcheté de l'État. On n'entend pas l'État, on n'entend pas la société, on n'entend que les clones. Et je dirais pire que ça, c'est que derrière ce silence de l'État, et ça renvoie à beaucoup de critiques justement sur les manipulations génétiques aujourd'hui, derrière le silence de l'État, il y a la puissance néolibérale, la machine industrielle, biopharmaceutique, dont on sait que le sens de l'éthique n'est pas toujours particulièrement développé. Ce qui n'est pas dit dans le roman, c'est qu'il existe des donneurs, mais au bout de la chaîne, il y a peut-être de très, très gros payeurs. Et ça, on ne le sait jamais. Il n'y a rien à ce propos-là dans le roman, mais on imagine que certains profitent, au sens économique, de la vie des clones qui sont utilisés comme du bétail. Donc, il n'y a rien qui filtre de la mécanique sociale, et c'est, je dirais, un silence extrêmement bruyant qui signale l'absence de discours éthique, ce qui n'est jamais très bon signe.
Derrière ce silence-là, dans le roman, je dirais qu'on peut craindre un État à la remorque du pouvoir des multinationales, de multinationales sans conscience. Et l'hypothèse que je poserais, c'est que si l'État apparaît aussi absent dans le roman d'Ishiguro, qui donc se passe dans un monde parallèle au nôtre, mais pas si loin du nôtre, c'est peut-être parce que d'une certaine façon, l'État n'existe plus, que l'État a été remplacé par des forces multinationales qui le dépassent. Alors voilà comment une fiction, à mon sens, permet de prendre en charge des réflexions propres au discours, à un discours très actuel sur la société à travers la science, mais en parlant à sa manière, en posant des interrogations qui passent par le biais de l'imaginaire, mais qui, à mon avis, rejoint parfaitement toutes les questions que je soulevais auparavant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pas de